Bonjour à tous. Tout le monde n'est pas encore là, mais on va commencer pour essayer de tenir le calendrier et l'ordre du jour de l'après-midi. Merci d'être venus parmi nous. Nous allons donc essayer ensemble de répondre à une première question qui est: l'agroécologie paysanne peut-elle nourrir le monde? Je vais présenter les gens qui seront susceptibles d'intervenir. Ensuite, il y aura une présentation de Paul Ariès pendant à peu près 3/4 d'heure. Et on consacrera la deuxième heure essentiellement à essayer de répondre à vos questions ou de rebondir suite à vos remarques et vos questions pour apporter des précisions par rapport à ce qui aura pu être dit pendant la première heure. Donc, pour essayer d'apporter des réponses à ces questions, il y aura moi-même, donc je suis Philippe Lelon, vigneron ici sur le Minervois et coprésident de l'association Chemin Cueillant, qui fait partie de l'organisation de cet événement et qui regroupe des producteurs en bio, pas que vignerons, donc des vignerons, des maraîchers, des arboriculteurs, des apiculteurs, mais qui sont tous sur le territoire ici du Minervois. Paul Ariès, à ma gauche, donc à votre droite, qui est politologue, essayiste, conférencier, écrivain, et qui travaille depuis de nombreuses années, notamment sur les questions de la décroissance et de l'alimentation. Jean-Pierre ici, qui fait partie d'une structure qui représente localement l'atelier paysan. L'atelier paysan, c'est donc un réseau national qui vise à aider les agriculteurs à se réapproprier leurs outils. Donc à réapprendre à fabriquer soi-même ces outils, à entretenir soi-même ces outils. On aura probablement, je l'espère, s'il ne se cache pas ou s'il intervient peut-être après, quelqu'un, donc Patrick, je crois, qui représente la Confédération paysanne, donc un syndicat agricole. Et probablement aussi Manu, qui représente Nature et Progrès, donc une organisation là aussi nationale, donc c'est l'entité locale de Nature et Progrès, qui est un label coopératif d'agriculture biologique. Je passe tout de suite la parole à Paul. Bonjour, je vous remercie de votre invitation et de votre présence. Alors j'assume totalement ma double casquette, celle du politologue, spécialiste de l'alimentation, et celle du citoyen engagé. J'ai été pendant de nombreuses années président pour la France d'une toute petite ONG qui s'appelle le Centre Europe Tiers-Monde, dont la devise est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Et cette ONG est habilitée auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et depuis 1 an, je coanime également le collectif national pour la défense de l'élevage paysan et des animaux de ferme. Alors l'humanité a toujours été angoissée par sa table. Elle a eu peur durant des millénaires de ne pas avoir assez. On a aujourd'hui dans les pays riches peur de trop ou de mal manger. La peur du manque est toujours la situation de la majorité des 8 milliards d'humains. Un humain sur 7 n'a pas aujourd'hui suffisamment à manger, et parmi eux, une majorité de paysans dans les pays appauvris. Cette marque n'est cependant pas spécifique aux pays du Sud. Un enfant nord-américain sur 5 n'a pas assez à manger. Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que 3 enfants sont déjà morts depuis que j'ai commencé à parler, et 720 enfants mourront de faim avant que je finisse mon exposé. Et la réalité est pire, puisque 50% des décès des enfants de moins de 5 ans ont pour cause directe ou indirecte la malnutrition, notamment
la faiblesse en protéines animales, par exemple en Inde. L'Inde qui est en même temps le premier pays exportateur mondial de bœuf. Et on meurt aujourd'hui proportionnellement plus de faim que dans l'Antiquité, hors période de famine due à des incidents climatiques ou à des guerres. Et je voudrais faire ici un parallèle avec, par exemple, l'évolution de l'habitat urbain. La forme urbaine qui se développe le plus vite aujourd'hui, c'est le bidonville. On a 1,5 milliard d'humains qui vivent dans des bidonvilles, et selon l'ONU, si on poursuit les tendances actuelles, d'ici 50 ans, ça sera presque 3 milliards d'humains. Alors la faim dans le monde est bien sûr toujours une tragédie individuelle, mais elle résulte de choix collectifs d'un système agricole. Et le modèle agro-industriel dominant n'est pas parvenu à nourrir le monde, et il ne le pourra jamais. Alors tout le monde aimerait bien sûr en finir avec la famine, mais les solutions apportées dépendent des analyses des causes qui sont faites. Pourquoi mord-on toujours de faim en 2019 et pourquoi le nombre de victimes est-il à nouveau à la hausse selon les chiffres officiels? Alors bien sûr, tout le monde ne meurt pas de faim pour les mêmes raisons, mais il y a cependant des causes plus déterminantes. Et j'aimerais déjà déconstruire 3 fausses idées qui, malheureusement, ont le fond en poupe. Première fausse idée, c'est l'idée qu'on mourrait de faim parce que la production agricole mondiale serait insuffisante. On mourrait de faim parce qu'il n'y aurait pas assez de quoi manger. La solution serait dans ce cas-là du côté de la volonté de produire toujours plus et à n'importe quelle condition. L'agriculture mondiale peut, selon tous les experts, déjà nourrir 12 milliards d'humains, mais elle n'y parvient pas, car il n'y a pas que la question de la production, il y a aussi la question de l'accès à la nourriture. Or, ce système agro-industriel, couplé à la mondialisation, repose aussi sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire concerne aujourd'hui le tiers de l'agriculture mondiale. C'est-à-dire 1/3 de ce qui est produit est gaspillé à tous les niveaux. Production, conditionnement, transport, distribution. Et quand on dit 1/3, c'est une moyenne mondiale. Le gaspillage alimentaire dépasse les 40% dans les pays riches. Le problème n'est donc pas d'abord un problème de production, mais d'accès à l'alimentation. C'est pourquoi on parle de plus en plus de démocratie alimentaire. La démocratie alimentaire, c'est ce qui doit permettre aux paysans, mais aussi aux mangeurs que nous sommes, de se réapproprier l'agriculture et l'alimentation. Et dire que le problème de la faim dans le monde, ce n'est pas d'abord un problème de production, c'est dire que la planète est déjà bien assez riche pour nourrir 7 à 8 milliards d'humains. L'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. 30 milliards de dollars et plus personne ne meurt de faim. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait toujours pendant 25 ans 70 milliards de dollars, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, ces 30 ou ces 70 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget militaire mondial, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, notamment pour tous les produits de la sale bouffe, 780 milliards de dollars. Ce que les spécialistes appellent le produit international criminel, l'argent sale, 1000 milliards de dollars, 10 à 15% de l'économie mondiale, à comparer au même pas 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle
l'aide au développement. Et le gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada, c'est 100 milliards de dollars par an. C'est-à-dire 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Première leçon donc, les paysans font leur travail. Ils produisent suffisamment. Et c'est ici qu'apparaît la deuxième fausse explication. Si ce n'est pas la faute des paysans, c'est sans doute celle des mangeurs et des gros mangeurs. L'obésité des uns ferait la famine des autres. On nous dit par exemple que le nombre de décès liés à la surcharge pondérale serait supérieur au nombre de décès par famine. Il suffirait donc de manger tous moins pour que tout le monde puisse manger. Ce raisonnement est totalement absurde, parce que l'obésité est l'autre face de la faim dans le monde. Ce sont les deux conséquences d'un même système agro-industriel qui fait qu'il coûte moins cher de mal manger que de bien manger, que les milieux les plus modestes ont sur le plan strictement économique raison de se ruer sur les mauvaises calories plutôt que sur les bonnes. Je dis bien sur le plan strictement financier. Cette idée que les obèses seraient responsables de la faim dans le monde est aussi une forme de racisme social. Les personnes souffrant le plus d'obésité se recrutent d'abord au sein des milieux populaires. Il y a plus d'obèses parmi ceux qui touchent le RSA que parmi les patrons du CAC 40. Donc le ventre trop arrondi de l'un n'explique pas le ventre creux de l'autre. C'est alors qu'apparaît aujourd'hui la troisième fausse explication. Les consommateurs seraient encore responsables parce qu'ils mangeraient trop de produits animaux, de viande, de lait, de fromage, de miel. Et ce discours triomphe aujourd'hui largement dans les médias. Le bébé et son biberon de lait seraient responsables des décès par malnutrition d'autres enfants. Et l'omnivore, amateur de côte de bœuf et de fromage de chèvre, serait responsable du milliard d'humains qui crèvent de faim. Salaud de viandiste qui affamait la planète. J'ai écrit ma lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester pour démonter ces faux arguments. La vraie opposition n'est pas entre d'un côté les protéines végétales et d'un autre côté les protéines animales, mais entre d'un côté la production industrielle de protéines végétales ou animales et d'un autre côté l'agroécologie, l'agriculture paysanne. Et toutes ces fausses explications n'ont qu'un seul but, dépolitiser les questions agricoles, les questions alimentaires. Faire croire que ce serait la faute des paysans ou la faute des mangeurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai co-signé un manifeste avec Jean Ziegler, l'ancien porte-parole de la FAO, et Carlo Petrini, le président fondateur du mouvement international Slow Food, pour rappeler ce que sont véritablement les causes de la famine dans le monde. La responsabilité est celle d'un système agro-industriel qui a organisé déjà la fin des cultures vivrières au profit des cultures d'exportation, c'est-à-dire aussi la fin d'une agriculture familiale, d'une agriculture paysanne. La responsabilité est également celle du système agro-industriel, responsable de la crise de la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale, par l'appropriation privée du vivant, par la sélection des seules variétés toujours plus productives, par le vol des terres, par le gaspillage alimentaire, par l'usage systématique d'engrais chimiques et la surmécanisation, et par la concurrence systématique, par le fait de considérer que l'alimentation serait une marchandise. L'agriculture conventionnelle, productiviste, industrielle, peu importe le mot, n'a jamais été et ne sera jamais capable de nourrir toute l'humanité. Toutes les études le prouvent. La FAO, le Fonds agricole mondial qui dépend de l'ONU, ne cesse de tirer le signal d'alarme, ainsi que les grandes agences de sécurité internationale. La CIA
a par exemple classé récemment l'alimentation comme problème de sécurité, depuis que les experts de la CIA ont calculé que l'agriculture consomme aujourd'hui plus de calories qu'elle en apporte. Ce qui est bien sûr une aberration. Il fallait en 1953 1 calorie de pétrole pour produire 3 à 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique de l'agriculture industrielle a été divisée par 20 en 60 ans. On marche totalement sur la tête, à tel point qu'on parle de plus en plus de pétro-aliments. En France, un aliment parcourt en moyenne 1500 km. C'est beaucoup plus à l'échelle mondiale. Le développement de la monoculture augmente par ailleurs la vulnérabilité de la production agricole face aux aléas climatiques. On peut le dire autrement, l'agriculture industrielle favorise le changement climatique et ce dernier fragilise l'agriculture. C'est ce qu'on nomme un cercle vicieux. Face à l'échec du système agro-industriel, il n'y a finalement que 3 solutions, 3 systèmes possibles. Un, on va le voir, illusoire, un autre totalement fou furieux, et le dernier qui est l'agroécologie paysanne. Je commencerai par l'option que j'ai qualifiée d'illusoire, celle du passage à une agriculture sans élevage. Cette agriculture sans élevage serait totalement incapable de nourrir 8 milliards d'humains. La seule solution pour pouvoir remplacer les fumures animales, ça serait toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui tue la biodiversité, y compris animale. Tout ce qui détruit l'humus, c'est-à-dire la terre vivante, avec ses micro-organismes et ses vers de terre. La deuxième fausse solution, c'est celle qu'on voit monter de plus en plus avec le développement des biotechnologies alimentaires. Ce qu'on appelle le passage à l'agriculture cellulaire. On parle aussi d'agriculture intelligente, comme si les paysans avaient été bêtes jusqu'à présent. L'agriculture cellulaire, c'est ce choix que j'ai qualifié de fou furieux. Et l'agriculture cellulaire commence à se développer, mais elle va exploser d'ici 10 ans. Elle va concerner d'abord le secteur des produits animaux. La solution, nous dit-on, serait de supprimer les animaux d'élevage pour développer la fausse viande, le faux lait, le faux fromage, les faux œufs, fabriqués industriellement à partir de cellules souches. Et cette fausse viande serait fabriquée en laboratoire comme on fabrique déjà de la fausse peau pour les grands brûlés. Cette fausse viande impose d'utiliser des hormones de croissance interdites en élevage et a naturellement un bilan énergétique effroyable. Cette fausse viande, c'est la mise à mort non seulement des animaux de ferme, un bon animal sera un animal non né, mais c'est la mort programmée de 1,2 milliard de petits paysans éleveurs, principalement dans les pays du Sud. On nous dit, les experts nous disent, qu'il ne suffirait plus que de 150 vaches à l'échelle mondiale pour produire toute la viande de bœuf aujourd'hui consommée mondialement. L'agriculture cellulaire, ce n'est pas seulement demain matin l'alimentation carnée, c'est après-demain l'agriculture végétale. Et les biotechnologies végétales se proposent aussi de faire pousser des faux légumes et des faux fruits en laboratoire. La première étape, ça va être la généralisation des fausses fermes urbaines, c'est-à-dire de véritables unités de production végétale où les légumes et les fruits poussent avec un climat artificiel, avec une lumière artificielle. Et on nous dit que ça serait super écolo, car on dépasserait l'alternative entre le bio et l'agriculture conventionnelle, car cette agriculture aseptisée n'aurait plus besoin d'insecticides et de pesticides.
Cette agriculture cellulaire, animale ou végétale, n'est pas la solution à la fin du monde. Déjà parce qu'elle réduirait au chômage 1,7 million de petits paysans, ensuite parce qu'elle serait totalement énergivore. Nous sommes encore plus dans le domaine de la pétro-agriculture. L'alternative est donc de toute façon de miser non pas sur 400 000 agromanagers, mais sur 1,5 milliard de petits paysans. Cette agriculture cellulaire est à mettre en relation avec ce qui se développe aujourd'hui très rapidement, c'est-à-dire les fameuses imprimantes 3D alimentaires. Imprimantes 3D alimentaires qui fabriquent déjà plus d'une centaine de produits. Le Japon vient de décider de remplacer au maximum les aides ménagères, le service de repas à domicile pour les personnes âgées par ces imprimantes 3D alimentaires, qui fonctionnent sur le même modèle que les imprimantes classiques, sauf qu'au lieu de sortir du papier, on sort de la malbouffe. L'agroécologie est donc la solution à opposer à cette folie. L'agroécologie, ce n'est pas la nostalgie du passé. Elle est du côté de la créativité paysanne, mais aussi, bien sûr, des connaissances scientifiques, notamment en agronomie. Je vous propose un petit voyage dans le passé. Paris, au milieu du 19e siècle. Paris, au milieu du 19e siècle, c'est 1,5 million d'habitants, avec une autosuffisance sur le plan des légumes, grâce à 6 600 maraîchers implantés localement, avec une surface moyenne comparable à celle d'un terrain de foot. Et ils utilisaient des techniques naturelles, mais hautement productives, avec par exemple de larges couches de fumier, avec une rotation des cultures, avec des associations de cultures, avec un soin extrêmement vigilant apporté à la terre. L'agroécologie d'aujourd'hui est du côté de la solution, car vient en cortège avec elle tout ce qui semble nécessaire. Produire local, défendre la biodiversité, permettre à un maximum de paysans de pouvoir continuer à exercer leur métier et de vivre dignement. L'agroécologie est du côté de la solution, sauf si elle devait sombrer dans une agroécologie industrielle. Ça serait en quelque sorte le mariage du feu et de l'eau. J'insiste sur ce point, car on sait que le capitalisme récupère tout. Le fait qu'il récupère les choses en soi ne serait pas gênant, sauf que lorsque le capitalisme récupère quelque chose, il le fait dans le cadre de sa propre logique. On sait par exemple qu'aujourd'hui, ce qui se développe le plus vite en matière de bio, c'est la bio-industrie. On sait d'ailleurs qu'on ne cesse d'affadir les cahiers des charges de la bio pour les rendre compatibles avec la grande industrie, avec l'agrobusiness. L'agroécologie est beaucoup plus ambitieuse que ce bio-là, car elle a une vision beaucoup plus large. Et j'aimerais citer quelques-uns des axes essentiels. Premier axe, c'est le choix de l'association d'une agriculture végétale, de l'élevage et de la foresterie. J'avoue que pour moi, cela reste le prototype même de la ferme biologique, qui produit à la fois des fruits et des légumes, de la viande, du lait et de surcroît de la bonne terre, grâce notamment à l'humus. Je parlerai seulement de l'agroforesterie, puisque j'ai largement développé le couplage agriculture-élevage dans ma lettre ouverte aux mangeurs de viande. L'agroforesterie consiste à revenir, mais pas simplement à revenir, au savoir-faire ancien, traditionnel, c'est-à-dire à la façon dont fonctionnaient tous les paysans à l'échelle mondiale. Mettre des arbres au milieu des champs, cultiver à l'ombre des arbres, ça a été effectivement pendant très longtemps la condition du succès. Et plusieurs stands sur cette fête présentent des initiatives dans ce sens. L'agroforesterie présente plusieurs avantages. Le premier, fertiliser les sols
car certains arbres fonctionnent comme de véritables usines à azote. L'effet positif est d'ailleurs très rapide, entre 2 et 3 ans. L'agroforesterie permet aussi de réduire la présence d'insectes, mais également de champignons pathogènes et de mauvaises herbes. Troisième avantage, il y a peu ou pas d'érosion des sols. Quatrième avantage, une plus faible variabilité de température et d'humidité. Cinquième avantage, une plus grande teneur en matière organique. Sixième avantage, et pas des moindres, c'est le très faible coût de l'agroforesterie. Et nos anciens ont cessé l'agroforesterie à la fois parce qu'ils se sont lancés dans la monoculture et parce qu'on leur a imposé le choix de la mécanisation à outrance. C'est pourquoi mon grand-père a fait comme tout le monde et a séparé son maraîchage des arbres fruitiers. On a aussi le même phénomène d'ailleurs de monozonage en matière d'urbanisme, avec des zones consacrées à l'habitation, d'autres consacrées aux activités commerciales, d'autres encore consacrées à l'industrie et d'autres encore aux loisirs. Il n'y a pas une seule agroforesterie, car le choix est toujours fonction des terroirs, mais aussi de ce qu'on souhaite planter. Des pommiers, par exemple, dans des champs céréaliers, des noyers en Isère, dans des champs de blé. Il existe 70 000 variétés d'arbres dans le monde. Il y a donc toujours certains qui sont préférables à d'autres. Il y a le savoir paysan, et il y a les connaissances scientifiques qui ne cessent de progresser. Je donnerai un exemple dans votre région, la station d'agroforesterie de l'INRA, implantée dans l'Hérault, qui expérimente des associations de ce type depuis 1985 sur 50 hectares. J'aimerais citer un deuxième grand axe après l'agroforesterie, c'est le choix de techniques culturales simplifiées. Je résume, on ne laboure pas, on n'utilise pas d'engrais chimiques, et certains même pas de compost végétal, mais on pratique un couvert végétal. On ne laboure pas pour ne pas fragiliser le sol, pour ne pas tuer les vers de terre. Les vers de terre, c'est 70% de la masse physique corporelle de l'ensemble des animaux existants. Et la principale hécatombe aujourd'hui, ce n'est pas le bœuf pour la boucherie, ce sont les vers de terre dans les champs. Et ces vers de terre sont victimes de l'agriculture industrielle, c'est-à-dire à la fois des pesticides, des insecticides, mais aussi de l'emploi de machines qui détruisent la terre. On ne laboure pas pour ne pas fragiliser aussi la vie microbiologique du sol. J'ajouterais que ce choix va fort bien avec le refus de la mécanisation à outrance, donc avec le refus du surinvestissement, donc de l'endettement dont souffrent aujourd'hui trop de paysans. Et le matériel nécessaire peut être réalisé en autoproduction et je vous invite là aussi à visiter le stand de l'atelier paysan. Troisième axe, c'est la combinaison de plantes. Elle peut être bien sûr plus ou moins heureuse. Je donne un seul exemple, le trèfle est excellent pour préparer le sol car son système racinaire est très étendu, mais également parce qu'il fabrique aussi beaucoup de matières sèches, donc de carbone, et parce qu'il fixe l'azote. Le tiercé gagnant, c'est azote plus carbone plus vers de terre. La combinaison des plantes permet d'éliminer la majorité des mauvaises herbes, déjà tout simplement parce que le sol est déjà occupé par les plantes qu'on a choisies pour leur utilité. Les plantes combinées sont également plus saines, donc elles sont moins attractives pour les rongeurs. Et le choix de la biodiversité a aussi un autre avantage, car s'il y a toujours des ravageurs, il y a aussi des prédateurs. Tout cela est sympathique, mais l'agroécologie peut-elle nourrir le monde? Ces rendements sont déjà globalement comparables et parfois supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle. On peut cependant
aller plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture mondiale pourrait déjà, sur le papier, nourrir 12 millions de personnes, soit 2 fois la population mondiale. Mais ce système agro-industriel ne va pas sans gaspillage, ne va pas non plus sans une utilisation toujours plus forte d'engrais chimiques et de mécanisation à outrance. Bref, les rendements de l'agriculture conventionnelle ne cessent de baisser, car cette agriculture a choisi de forcer la nature. Elle ne prend pas soin de la terre, elle ne nourrit pas la terre pour qu'elle puisse nourrir les plantes. L'ancien porte-parole de la FAO, qui avait succédé à mon ami Jean Ziegler, Olivier de Schutter, disait dans un rapport dès 2011 que l'agroécologie pouvait nourrir l'humanité, mais de façon durable, contrairement à l'agriculture industrielle. Et il ajoutait que l'agroécologie avait 3 atouts majeurs. Le premier, c'est qu'elle peut être hautement productive à l'hectare, autant, sinon plus, que l'agriculture conventionnelle. Deuxième atout, c'est qu'elle est une réponse au défi de la pauvreté rurale, puisqu'elle repose sur le choix d'une agriculture paysanne. Et troisième atout, c'est que l'agroécologie est aussi une partie de la réponse à la crise écologique, car au lieu de détruire les écosystèmes, elle les soigne, elle les valorise. Vous avez déjà compris que mon corps va à l'agroécologie paysanne, c'est-à-dire celle des petites fermes, celle au maximum du local. Vous avez sans doute été surpris, peut-être même choqué, que je ne dise pas que l'agroécologie était toute la solution, mais simplement une partie de la solution. Je crois en effet que nous devons marcher sur nos 2 jambes si nous voulons réussir la transition écologique. Nous savons aujourd'hui ce qu'il faudrait faire en matière de nouvelles politiques agricoles. Il faut créer de la diversité en développant l'agroécologie, l'agriculture paysanne, mais il faut aussi faire ce qu'on ne fait plus, c'est-à-dire développer de nouvelles politiques alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait passer de la PAC, la politique agricole commune, à ce qu'on ait un certain nombre à appeler la P2AC, c'est-à-dire la nouvelle politique agricole et alimentaire commune. Vous trouverez notamment au stand de la Confédération paysanne toute l'information nécessaire. La table, l'alimentation, ne se réduit pas, en effet, au contenu de l'assiette. C'est l'agriculture industrielle qui a développé cette conception très chosiste de l'alimentation. La table, c'est aussi comment mange-t-on? Qu'est-ce que manger veut dire? Et la paysannerie est plus en avance dans son évolution que le reste de la société. Un exemple, j'étais il y a quelques jours à Brest et la ville a implanté, dans le cadre de la restauration scolaire, un potager pour donner aux enfants des écoles des fruits et des légumes bio et locaux. Conséquence, les familles ont protesté, les familles ont râlé. Pourquoi? Mais parce que l'industrie agroalimentaire a façonné le goût de nos enfants. Parce que la malbouffe a été conçue pour flatter ce qu'on appelle les sensations organoleptiques de base, le sucré, le salé, le craquant, le croustillant. Le secret de la malbouffe, c'est de viser ce que j'ai envie d'appeler une sorte de palais reptilien, comme on pourrait parler d'un cerveau reptilien. La solution, elle est donc du côté de l'éducation au goût, d'où l'importance de marcher sur nos 2 jambes, c'est-à-dire d'avoir à la fois un mouvement en défense de l'agroécologie paysanne, mais d'avoir aussi à côté des mouvements comme Slow Food qui réfléchissent à la façon de changer notre rapport à l'alimentation. Or, le système agro-industriel nous a conduits à manger de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Cette déstructuration de la table épouse les besoins de la grande industrie,
mais pas ceux de l'agroécologie. Et l'agroécologie a besoin qu'on se souvienne qu'on ne mange pas seulement des nutriments, mais qu'on mange aussi des symboles, que la table est un langage, que la table est un partage. La faim dans le monde, comme la malbouffe ou l'obésité, ne seront vaincus que si nous produisons autrement et que si nous mangeons autrement. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Alors, monsieur disait, il y a une autre dimension qui est en train d'être oubliée aussi, c'est la dimension spirituelle de cet acte de manger ensemble. Et c'est vrai que je suis très d'accord avec cette remarque. Quand on se retrouve à table d'un repas qui a été préparé ensemble et qu'on se retrouve entre amis ou en famille, alors on a spontanément quelque part, en tout cas moi c'est des choses que j'éprouve, envie de se dire, au moment où on va se mettre à manger, mais en fait ce qui se passe là, c'est pas totalement anodin. Ça vaut le coup de se poser avant de commencer à prendre notre couteau, notre fourchette, et puis de se dire, cet acte-là qu'on va faire ensemble, qui est le fruit d'un travail commun, d'une préparation au dernier moment dans les minutes ou heures qui ont préparé le repas commun, c'est pas complètement anodin, c'est quelque chose qui a un vrai sens, qui est profond, et ça vaut le coup de se poser pour prendre le temps d'y réfléchir et de dire merci. C'est vrai que dans la religion catholique, c'est à ça que sert le bénédicité, mais finalement c'est une forme parmi d'autres, et on peut le faire de plein de façons. Cette part de spiritualité, c'est une façon de vivre ce que j'appelle cette dimension symbolique de la table. Et cette dimension symbolique, elle vient de très très loin. Dans l'Égypte antique, il y avait un seul hiéroglyphe pour dire manger et parler. Je mange égale je parle. Et c'est la raison pour laquelle les vieux Égyptiens ont inventé les premiers symboles alimentaires. Il y en avait des milliers, j'en cite deux. Le pain comme symbole de la vie éternelle. Et pour les très grandes occasions, les Égyptiens mélangeaient de la poudre minérale, c'est-à-dire de la pierre concassée, à la farine. Parce que rien n'est plus dur que la pierre. Manger de la pierre, c'est manger l'éternité. Alors c'est très mauvais pour les dents, c'est pour ça que les momies avaient les dents abîmées, mais c'est très bon pour l'esprit. Et les Égyptiens avaient inventé aussi, j'en parle puisque nous sommes une région largement consacrée à la vigne, ils avaient également inventé le vin comme symbole de l'humanisation. Puisque les dieux égyptiens, contrairement aux dieux grecs et romains, étaient réputés ne pas boire de vin. Donc boire du vin, c'était rappeler aux humains quelle était leur place entre les dieux qui n'en buvaient pas et les animaux qui n'en buvaient pas. Mais cette dimension symbolique, elle continue à exister dans notre société. Manger chinois, ce n'est pas seulement manger du riz avec des baguettes. C'est savoir que chaque plat, de par sa forme, de par sa consistance, de par sa couleur, de par son mode de cuisson, signifie quelque chose. Que par exemple, pour un repas amoureux, il va falloir obligatoirement partager un mets arrondi, parce que la sphère est le symbole de l'amour. Que pour un repas d'anniversaire, il faut offrir un mets allongé, comme un long vermicelle, parce que c'est une promesse de longévité. Mais il n'y a pas que dans la Chine qu'on a cette dimension symbolique. Pourquoi sommes-nous encore un certain nombre à partager une bûche au moment des fêtes de fin d'année? C'est en souvenir de ce rituel multiséculaire qui consistait à brûler une bûche de bois au moment des changements d'équinoxe. Et si ce bois que l'on choisissait suffisamment vert et qu'on humidifiait au besoin tenait jusqu'au petit matin, c'était une promesse de fécondité pour les femmes et pour la terre. Et avec mes étudiants, ça fait 30 ans que je suis l'évolution du repas amoureux. Parce qu'entre nous, quand on est amoureux, on aurait tellement d'autres choses à faire que passer à table, et pourtant on passe à table. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se joue. Repas amoureux, tout simple, dans une pizzeria. On commande 2 pizzas différentes, on les tranche et on s'échange ces moitiés de pizza. Ça, c'est merveilleux parce qu'on n'est plus simplement dans la nutrition. On est dans une autre dimension.
Or, l'agro-industrie prétend simplement réduire la table à notre accord biologique, ce qu'elle fait en plus très mal, puisqu'on connaît toutes les maladies liées à la malbouffe. Et le système agro-industriel voudrait nous faire oublier toutes les autres dimensions de la table. Les dimensions symboliques, les dimensions culturelles, les dimensions sociales. Et aujourd'hui, on sait que c'est indispensable, la dimension écologique. Simplement deux petites remarques. Pour bien situer la part de l'alimentation industrielle dans le monde, elle représente à peu près environ 1/3 de l'alimentation mondiale. Le reste, c'est l'agriculture paysanne, les petits paysans et les cueilleurs, les sociétés qui vivent sur la cueillette des fruits qui poussent naturellement. Donc ça situe ce que représente vraiment l'agriculture industrielle. Elle produit moins que l'agriculture paysanne. Et un autre aspect, c'est l'agroécologie. Elle permet, j'avais dit, de maintenir des millions de paysans, mais peut faire beaucoup plus que cela en installant des millions et des millions de paysans dans le monde. Au lieu, sur les fermes qui exploitent des centaines ou des millions d'hectares, combien de paysans peut-on installer là pour produire une alimentation de qualité et de proximité et fixer des populations dans beaucoup de pays où les gens s'en vont parce qu'ils crèvent de faim. Je voulais rebondir sur ce commentaire. C'est vrai que on dit souvent que l'agriculture paysanne, c'est pas rentable, ça ne marche pas, etc. Bon, on est bien évidemment convaincus du contraire. Simplement, le modèle économique est complètement différent d'une agriculture industrielle. Et ça crée beaucoup plus d'emplois. Donc, on a besoin d'une équation économique différente, mais qui est aussi positive, voire mieux que celle de l'industrie, puisque avec des coûts qui sont équivalents, et ça de nombreuses études l'ont montré, on va réussir à produire, bon, quantitativement au moins autant, mais qualitativement bien mieux, mais surtout avec plus d'emplois. Et on se rend compte que l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui maintient et qui crée des emplois en milieu rural, et c'est un élément essentiel pour nous. Voilà, en attendant que vous trouviez vos prochaines remarques, je voulais profiter d'être là. Ma casquette principale, je ne sais pas comment tu m'as présenté en fait, c'est Nature et Progrès, Aude. Mais je fais aussi partie de la maison paysanne qui n'est pas représentée là et je trouve ça dommage. Du coup, et je pense que ça répond à des choses qui ont été évoquées. Donc du coup, dans l'Aude, je sais que tout le monde ne vient pas de l'Aude là, mais voilà. Les associations paysannes de l'Aude se sont rassemblées au sein d'une maison paysanne qui s'est officialisée et constituée en SIC l'année dernière. Et donc, ça regroupe Nature et Progrès, la Confédération paysanne, les ADA, donc l'accompagnement à l'installation, Graines de paysans, Solidarité paysans, Terre de Liens, j'oublie qui, Accueil paysan, voilà, toutes les assos qui ont l'habitude de travailler au niveau de l'accompagnement de l'agriculture paysanne. Ces associations-là répondent à la charte de l'agriculture paysanne. Et l'idée dans la constitution de cette SIC, c'est de faire plus facilement du transversal et d'accompagner peut-être une réflexion autour de la politique agricole et alimentaire. Au niveau d'un territoire, on a des projets on a des actions de projets alimentaires territoriales dans la Haute-Vallée et dans le Lauragais. Voilà, j'ai pas préparé. Par contre, en fait, la maison paysanne, elle se veut ouverte aux citoyens. Il y a quelques infos sur le centre de Nature et Progrès. Et les citoyens peuvent venir aussi s'impliquer, rencontrer et même agir au sein de la maison paysanne, justement pour favoriser et nous aider à mettre en œuvre et à développer un autre modèle agricole, au moins au niveau du territoire de l'île. Voilà.
Juste concernant le RAC dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est s'il y a en construction en ce moment ou pas? Alors oui, il y a effectivement une convergence qui s'est faite de plusieurs mouvements autour de cette notion. Et l'idée maintenant, c'est que ça soit repris au maximum, je dirais, à tous les échelons. À l'échelon international, et un certain nombre de mouvances comme Via Campesina y travaillent, à l'échelon européen, à l'échelon national, et à l'échelon, là je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, à l'échelon des territoires. Je dirais que une des grandes chances peut-être de la France, mais c'est vrai aussi pour la Belgique ou la Suisse, c'est par exemple le fait que, bien sûr, que reste encore une grande diversité agricole, mais c'est aussi l'importance de ce qu'on appelle la restauration sociale. Restauration scolaire, restauration d'entreprise, restauration hospitalière, etc. La restauration sociale, c'est plus d'un repas sur deux. C'est-à-dire avec un peu de volonté politique. Il suffirait de modifier le cahier des charges du Code des marchés publics pour pouvoir, à travers les achats alimentaires, favoriser le type d'agriculture que l'on souhaite développer. Moi, je suis personnellement pour le retour en régie municipale au maximum de la restauration scolaire. Mais si on revient en régie municipale, c'est pas pour faire la même chose que les géants de la malbouffe. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, ressaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée autrement, assurant la biodiversité. Si on doit avoir des petits pois sur la carte de la cantine, au lieu d'avoir toute l'année la même variété, il en faut différentes. C'est une cuisine faite sur place. Et j'ajoute, servie à table. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de cette dimension symbolique, spirituelle, etc. La table, c'est un lieu où doit s'apprendre le partage. Je vous disais que tout à l'heure qu'en grec ancien, en vieil égyptien, il y avait un seul hiéroglyphe pour dire manger et parler. En grec ancien, il y avait un seul mot, dai, pour dire manger et partager. Je mange égale je partage. Et je dirais, on retrouve ça au niveau de notre langue. Le mot compagnon, copain, celui avec qui je partage le pain. Le mot ami en vieil araméen, celui avec qui je partage le sel. Cet apprentissage au partage, ça doit aussi passer par le partage alimentaire à l'école. Donc nous ne sommes absolument pas démunis. Et je dirais cette idée d'avancer sur les deux jambes, politique agricole, politique alimentaire, je crois que c'est peut-être ce qui va nous permettre de marquer des points face à l'industrie. Je dirais globalement aujourd'hui, tous les champions du système agro-industriel le reconnaissent, on va dans le mur. Sauf que eux, ils prétendent sauter par-dessus le mur. C'est-à-dire aller encore plus loin dans la même logique avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette agriculture cellulaire. Avec cette idée qu'il faudrait à terme aller vers une agriculture sans élevage, puis à terme ensuite vers une alimentation sans agriculture. Et on a de plus en plus de rapports internationaux qui vont dans ce sens-là. Alors ils nous disent, rassurez-vous, il existera toujours un secteur agricole, mais ça sera, allez, pour le 1%, ou pour les belles occasions. Et qu'on irait globalement en matière d'alimentation, comme on a fait en matière, je dirais, d'habillement, on a la haute couture, et puis on a le prêt à porter. Là, le prêt à manger, ça serait ces produits bio-industriels. Mais ça, c'est le point de vue d'une infime minorité. Je dirais qu'il est évident que les paysans ne souhaitent pas aller dans ce sens-là, et que les mangeurs, je préfère dire mangeurs que consommateurs que nous sommes, ne souhaitent pas non plus aller dans ce sens-là. Et donc, plus nous multiplions les pas de côté, plus nous créons des alternatives, plus nous montrons que c'est possible, plus nous donnons envie aux gens de soutenir d'autres systèmes agricoles. Deux questions, une question toute simple. Qu'est-ce que vous entendez par alimentation autrement carnée ou mieux carnée, je ne sais plus trop bien l'expression. Une autre question sur laquelle vous avez peut-être des éléments de réponse, mais aussi peut-être le camarade de la Confédération paysanne. Est-ce que dans le cadre de la négociation
la nouvelle politique agricole communautaire, qui est en train de se négocier, je crois, depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour imposer une autre orientation qui est celle actuelle de privilégier l'agro-industrie? Et est-ce, dans ces négociations, est-ce qu'il y a quelques éléments positifs qui se profilent sur lesquels on pourrait appuyer, quoi? Oui, alors juste pour vous répondre sur les négociations qui sont en cours pour la nouvelle PAC, aujourd'hui rien ne se profile si on n'a pas, enfin voilà, nous on négocie, mais si on n'a pas l'appui de tous les consommateurs, on n'arrivera jamais à rien. Ça fait des années qu'on est le seul syndicat à vouloir travailler avec les consommateurs, et tant qu'on n'a pas l'appui politique via l'appui des consommateurs, on n'y arrivera pas. Après, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle le partage. Le partage, j'ai entendu ce mot, on l'entend tout le temps. Mais aujourd'hui, si on veut sortir du modèle qui nous gouverne, il faut aussi que les gens apprennent à partager. Et à partager surtout le foncier. Aujourd'hui, le foncier, c'est un des points négatifs pour l'installation. Si les paysans, enfin, même à la Confédération paysanne, je veux dire à la Confédération paysanne, le terme petit, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Donc, aujourd'hui, un éleveur, je suis désolé, mais un éleveur, s'il ne peut pas laisser un coin d'1 hectare pour installer un maraîcher, il y a un souci. Il y a un souci dans le partage. Donc pour moi, aujourd'hui, on peut travailler sur une nouvelle PAC et voir une suppression de la PAC telle qu'elle est aujourd'hui et allant vers une PAC plus juste et définie à l'actif et non à la taille de la ferme. Ça serait bien, on va y arriver, je pense, au bout de quelques années. Mais s'il n'y a pas de partage aussi bien du niveau des consommateurs et des paysans entre eux, on ne s'en sortira pas, quoi. Quelle forme il peut prendre ce soutien des consommateurs? Comment on peut faire? Alors, le soutien des consommateurs, pour nous, c'est déjà mettre un petit peu la main à la pâte pour aider la Confédération paysanne dans son combat, qui est de tous les jours. Vous n'imaginez pas comment il peut être dur, quoi. Et après, je veux dire, il y a des politiques qui existent, qui sont en place, en passant par le plus petit, c'est le maire ou le député ou la députée de chaque commune, canton et tout ça. L'appui peut être là. Je veux dire, ils ont des pouvoirs décisionnels. Et voilà, c'est à vous de... Nous, on y va. On va leur dire ne votez pas le CETA. Ils vous disent oui, on ne va pas voter le CETA. Ils l'emmènent le vote. Bon, et si les consommateurs laissent les choses comme ça, eh ben, vous ferez de la merde, quoi. Je suis désolé. On répond à l'autre question sur le carnet autrement. Et après, donc une alimentation, effectivement, carnée autrement. Alors déjà, je crois que c'est important de dire qu'il faut, dans les pays riches, aller vers une alimentation globalement moins carnée, mais que dans les pays pauvres, il faut aller vers une alimentation plus carnée. On meurt plus de faim aujourd'hui à l'échelle mondiale par manque de protéines animales que par surcharge de protéines animales. C'est-à-dire qu'on est face à deux systèmes. D'un côté, on a le système de production des protéines animales au plus bas coût, ce qu'on ne peut même pas d'ailleurs appeler un élevage, avec des conditions, des conséquences effroyables pour les animaux, pour les éleveurs, pour les ouvriers des abattoirs, pour les mangeurs que nous sommes et pour les écosystèmes. Donc ce système industriel, il faut le combattre et il faut l'abattre. Mais ce qu'il faut développer, c'est un élevage paysan. Et l'élevage paysan, il n'est responsable ni de la faim dans le monde, ni du réchauffement climatique, ni de la crise sur l'eau potable. J'ai parlé de la faim dans le monde, je développe sur le réchauffement et l'eau. Une prairie avec ses vaches, ce n'est pas une source, mais un puits de carbone. C'est 1,5 tonnes de CO2 piégées par hectare. Concernant la consommation d'eau, on donne toujours les mêmes deux chiffres. On dit pour faire 1 kg de blé, il faut 150 litres d'eau. Pour faire 1 kg de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Je dirais c'est vrai et faux à la fois. C'est vrai si on regarde simplement l'apparence des chiffres.
Mais c'est faux si on regarde la réalité. Parce qu'en réalité, quand on dit 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau, on confond 3 types d'eau. Il y a déjà 3% des 15 000 litres qui correspond à ce qu'on appelle l'eau bleue, l'eau réellement consommée par les animaux. 3%. Il y a ensuite 3% des 15 000 litres qui correspondent à ce qu'on appelle l'eau grise, l'eau utilisée pour l'assainissement des installations. Et on a 94% des 15 000 litres qui correspondent à l'eau de pluie, qui reste dans les prairies. Donc, l'élevage n'est pas responsable de la situation catastrophique actuelle. Et j'aurais tendance à dire, faisons attention. Il y a 10 ans, l'ennemi principal, c'était la malbouffe, c'était McDo, c'était Coca-Cola, c'était les grandes compagnies céréalières, c'était Monsanto, c'était les compagnies pétrolières et aériennes. L'ennemi principal aujourd'hui, à croire les médias, ça deviendrait l'éleveur et ça deviendrait l'amateur de côte de bœuf. Donc il y a effectivement un danger à ce niveau-là. La question qui a été évoquée par le copain de la Confédération paysanne est essentielle. Celle effectivement du foncier. Et on ne pourra pas réussir une transition vers un autre système agricole si on ne règle pas cette question du foncier. Il n'y a pas qu'une façon de régler ce problème. Moi, je travaille dans une direction, mais ce n'est qu'une direction possible. Je disais tout à l'heure, je suis partisan du retour en régie municipale pour la restauration scolaire. Mais je suis aussi partisan des régies municipales fermières. C'est-à-dire des villes qui achètent des terres, parfois pas nécessairement dans leur commune, pour des grandes villes, ça peut être en périphérie, pour soit les mettre à disposition de paysans, soit pour créer, sous forme de services publics, des fermes destinées à approvisionner les écoles, les maisons de retraite, des AMAP, etc. Alors, ce n'est pas toute la solution, c'est un petit bout. Mais tous ces petits bouts mis bout à bout, ça peut finir effectivement par faciliter la double révolution verte qu'on souhaite aujourd'hui, c'est-à-dire agricole et écologique. Juste par rapport au foncier, il faut aussi comprendre que le prix de l'hectare, il y a des endroits vers Genève et tout, on atteint les 40-45 000 hectares. Dans le Luberon, on est à 30 000 € l'hectare à peu près. Et s'installer en élevage dans des conditions comme ça, déjà on oublie. C'est super compliqué, si on n'est pas de milieu paysan ou si on n'est pas riche, tout simplement. Et du coup, ça force pas mal de gens à s'installer pour ce qui est maraîchage sur la petite structure, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter un gros foncier. Et du coup, ça force au niveau technique derrière à chercher des choses pour développer des choses pour fonctionner sur petit. Mais avec une certaine limite qui s'atteint à un certain moment, sous tant de surface, c'est compliqué de vivre de son maraîchage. Nous, on voit beaucoup de gens qui s'installent sur des 1000-2000 mètres carrés et qui, au bout de 4 ans, sont dans des échecs sociaux, familiaux, économiques, parce que oui, c'est compliqué, mais sans un tracteur et sans 1 ou 2 hectares à l'heure actuelle, on peut pas. On fait du jardinage, on ne peut pas faire du maraîchage. Tout seul, on ne peut pas produire de la nourriture pour 50 ou 100 personnes. La moyenne, en général, en France, c'est 1 personne pour 50 paniers, pour les gens qui sont sur le réseau, sur le modèle des paniers. Et quand on est sur des petites surfaces, parce qu'on n'a pas accès à cours d'eau, et ben, c'est compliqué de s'en sortir et c'est compliqué de tenir dans le temps. Et pareil, sur les taux d'endettement, au niveau endettement, ben, ce qu'on va passer dans le foncier, c'est des choses qu'on ne pourra pas passer sur une serre à plomb, c'est des choses qu'on ne pourra pas passer sur un outil. Et du coup, c'est des choses qui vont pêcher par la suite. Et ça empêche pas mal les gens de s'installer. Et les moments où ça marche bien, c'est quand les communes, essentiellement les communes, se mettent dedans et donnent l'accès à des terres pas trop chères. Et moi, je vois le cas dans le Luberon. Nous, avant, on avait un atelier dans le Luberon. Et il y a énormément de terres agricoles qui se sont transformées en centre équestre. Et sur 2 choses, le centre équestre a fait énormément augmenter les prix. Et récupérer des terres derrière des chevaux qui restent pendant 20-30 ans, c'est compliqué de pouvoir retravailler ces terres et qu'elles soient bonnes pour le maraîchage ou la culture, même une prairie, quoi, derrière, c'est compliqué. Donc voilà, le foncier, ça va au-delà que juste pouvoir ou pas acheter un hectare. Ça a des énormes conséquences sur les choix techniques
on va faire derrière sur est-ce qu'on va travailler 80 heures ou est-ce qu'on va travailler 40 heures? Est-ce que je pourrais me payer un SMIC au bout de 10 ans ou au bout de 4 ans? Et du coup, voilà, ça change quelque chose sur l'avenir, la pérennité de la structure. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur entre le mangeur et le gros industriel. Il me semble qu'il ne faut pas oublier un échelon, c'est celui du citoyen. C'est-à-dire comment on peut interpeller les outils, genre conseils généraux, régions, qui sont des outils qui nous permettent aussi peut-être d'agir sur cette problématique. Je voudrais quand même que, si vous avez des réponses sur le local, comment ça se passe? Il me semble que ma question est complémentaire par rapport au public que nous sommes, c'est la question de la santé publique. C'est-à-dire que le levier que nous, consommateurs, nous pouvons utiliser, c'est celui de la dégradation de la santé publique. Et quel est aujourd'hui, à ce stade de l'implication de l'agro-industrie, quelles sont les études qui montrent une dégradation de la santé publique et comment nous, citoyens, on peut agir pour manifester justement cette dégradation. On dit que l'on est EST ce que l'on mange, ça c'est un vieil adage, et donc comment nous, à notre niveau, on peut manifester publiquement, en groupe, en citoyen, une dégradation visible sur les enfants, sur des populations. Voilà. Alors sur les outils pour pouvoir interpeller les élus et nous en tant que citoyens, prendre position. Les amis de la Confédération paysanne viennent tout juste de publier un petit fascicule d'une vingtaine de pages extraordinaire en prévision des prochaines élections municipales. Vous pouvez trouver ça notamment sur Internet en téléchargement. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle les territoires, c'est le bon espace pour pouvoir agir. C'est le bon espace donc pour interpeller les élus et avancer vers une agriculture paysanne, vers cette agroécologie dont on a parlé. Donc en tant que citoyen, en tant qu'élu, nous avons effectivement un pouvoir considérable sur le plan de l'agriculture à travers les politiques d'achat qui peuvent être développées. Moi, c'était une question sur... vous avez parlé d'emploi, mais est-ce qu'il y a de l'envie derrière? Est-ce que la jeunesse, les nouvelles générations mondiales, est-ce que les statistiques de ça, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'installer? Est-ce que c'est... Tu as dit, ça prend 3 ans pour avoir un SMIC. Aujourd'hui, ou peut-être plus, tu vois. Voilà, pour moi, c'est le plus gros danger de ce modèle, c'est la jeunesse, c'est la nouvelle génération. Oui, alors pour répondre d'abord à ce qui est l'emploi paysan, enfin aujourd'hui, dans les installations, on voit qu'il y a un collègue de l'ADR qui est là, qui pourra sûrement mieux en parler que moi, mais il y a de plus en plus, je pense que vous connaissez l'ADR, Association de développement de l'emploi agricole et rural, qui fait des installations, alors maintenant pas que d'en aider, mais enfin voilà, qui a quand même, je vois par rapport à l'Aude, un territoire bien donné, il y a pratiquement autant d'installations faites par la Chambre que par les ADR. Donc il va falloir à un moment donné se poser la question, est-ce que vous, en tant que citoyen, alors j'ai entendu parler le monsieur, de quel levier on a pour aider en fait l'agriculture paysanne et tous ces acteurs et actrices. Le moyen, vous l'avez, vous êtes tous des électeurs. Donc vous êtes votants, vous avez un pouvoir contre les politiques pour lesquelles vous allez voter. Les amis de la Confédération paysanne, c'est justement un regroupement de consommateurs et de consommatrices qui ne sont pas paysans ou en devenir, enfin voilà, qui n'ont pas le statut de paysan et le statut MSA, et qui aident par leurs dons ou leurs actions, diffusion de films, vous faites comme vous voulez, qui aident la Confédération paysanne, qui elle, après, va aller porter votre voix en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir un des leviers. Après, pour l'installation des jeunes, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que, alors il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer en maraîchage, mais il faut installer, ça leur fait peur, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà. Après, il y a, parmi les gens maintenant, les jeunes, ils s'intéressent
à ce que tout ce qui est une dynamique locale, et toute une dynamique nouvelle, comme l'atelier paysan peut prévoir voilà, des choses, des outils. Il y a aussi, je pense qu'aujourd'hui, le modèle qu'il faudrait suivre, qui est bon à suivre, c'est les fermes en polyculture et élevage. Voilà, pour moi, c'est un modèle à suivre et qui peut être rémunérateur aussi. Je prends un exemple. Alors, on parlait de superficie et de rémunération. Moi, je vous prends un exemple. C'est 8 mètres carrés de maraîchage, polyculture, élevage, avec un élevage de brebis et de tout en traction animale. Donc, vous enlevez les intrants et vous sortez un revenu de 30 000 € sur 8 mètres carrés. Alors sur la question du désir des jeunes de devenir paysans, je crois qu'il y a la nécessité aujourd'hui de changer le récit que l'on tient majoritairement sur l'agriculture. Regardez le discours qui est tenu systématiquement dans les médias, qui est un discours toujours très catastrophiste, très pessimiste. Moi, le nombre de fois qu'on me dit « mais vous défendez l'élevage paysan », mais regardez combien d'éleveurs se suicident. Je crois qu'il est important de dire que tous les paysans ne sont pas malheureux. Et que les plus malheureux, c'est sans doute pas ceux qui choisissent l'agriculture paysanne ou l'agroécologie, mais ceux qui choisissent des formes, des systèmes agro-industriels qui les obligent à des surinvestissements et un endettement incroyable. Donc il est important de dire que tous les paysans, effectivement, ne sont pas malheureux et que tous les éleveurs ne sont pas des assassins. Et pour cela, comment faire? Alors on a réfléchi à un certain nombre d'outils. Premier outil pour changer ce récit, alors c'est un mouvement qui s'est développé depuis quelques années, c'est d'organiser des visites de fermes, alors à la fois bien sûr par des adultes, mais aussi par les enfants. Organiser des visites de fermes par les enfants dans le cadre de l'école, dans le cadre des activités périscolaires, je crois que c'est important. Alors vous avez de la chance d'être proche de la campagne quand vous êtes ici, mais pensez à des enfants dans la région parisienne, lyonnaise, etc. Très franchement, un champ, très franchement, une étape, ça fait... Enfin, je veux dire, c'est même pas, ça fait très longtemps qu'ils n'en ont pas vu, ils n'en ont jamais vu. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il est évident qu'il faut ce travail d'éducation, mais qui ne s'adresse pas seulement à l'intelligence, qui s'adresse aussi au sentiment, qui s'adresse aussi au cœur. C'est-à-dire qu'il doit apporter, je dirais tout simplement, apporter potentiellement le désir d'aller plus loin dans la découverte du monde paysan et pourquoi pas ensuite de devenir paysan. Mais ne laissons pas ce discours catastrophiste se développer parce qu'il prépare totalement, idéologiquement, le passage à l'agriculture cellulaire. Si les paysans sont si malheureux, si l'agriculture est sans issue, pourquoi vouloir chercher des solutions dans ce domaine-là, alors que la technoscience peut nous proposer des unités de production qui, je dirais, ces fermes verticales, ces fermes-usines, qui à elles seules prétendent nourrir 1 million de personnes. Une ferme. Vous connaissez la ferme des 1000 vaches. Et on avait été nombreux à se mobiliser contre. Mais très franchement, la ferme des 1000 vaches, c'est de l'enfantillage par rapport à aujourd'hui, ce qu'on voit se développer en Chine, à Singapour, en Corée du Sud. Je dirais qu'on n'a pas fini de voir des monstruosités. Non, là, ça va. Je voulais faire une remarque. Du coup, moi, je travaille pour Nature et Progrès, mais je ne suis pas du tout paysanne. J'ai été consommatrice dans une AMAP quand j'habitais Narbonne. Je côtoie beaucoup de paysans Nature et Progrès, donc plutôt petite structure et polyculture. De gens qui vivent simplement mais qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font.
Donc je connais plutôt des paysans heureux ou en tout cas qui ont du sens dans leur métier. Je pense que ça c'est important, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, je côtoie aussi des paysans voilà, où on voit que parfois c'est dur. En tant que consommatrice, en fait, je pense que ce qui est important quand on est paysan et qu'on fait le choix de travailler correctement en gagnant peu, bah, c'est la reconnaissance en fait. Et moi j'ai été surprise de voir la réaction de ma maraîchère d'AMAP quand le soir ou le lendemain de mon panier, je lui disais un mot sur le goût de ses haricots. En fait, en tant que mangeur, on peut remercier la personne, mais pour de vrai, je veux dire, remercier cette personne qui fait le choix d'une vie pas facile, peu rémunératrice et peu reconnue socialement, en fait. Ben, en tant que mangeur, on peut dire merci. Je passe le micro à Jean-Pierre, mais juste dans cette fête, vous voyez qu'il y a beaucoup de paysans qui sont derrière les stands, qui ont l'air plutôt jeunes et plutôt heureux. Donc c'est plutôt bon signe. Et j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais dans les 5-6 années à venir, il y a beaucoup de départs en retraite. Je sais plus, ça s'annonce autour des 25-30% de gens qui vont partir à la retraite, sans forcément de reprise. Et il y a un enjeu énorme qui se joue là à l'heure actuelle de ces fermes vont se fermer, qui reprend derrière. Et un des trucs qu'on y voit souvent, en fait, ça manque de gens à l'installation. Un exemple un peu différent, mais sur Boissette, là où tu dois faire assez longtemps l'étude minière, je sais pas si jusqu'à il y a 2 ans, il y avait le squat de la filière qui était là-bas. Le squat avait été expulsé, et derrière, c'est quelqu'un de Saint-Pons qui a installé un élevage, je sais plus, ça va peut-être 50 000 poules, un élevage un peu gros, industriel, voilà. Il y a eu beaucoup de gens qui disent « Ah, mais non, faut pas laisser faire ça, ok ». Sur la promotion au niveau de la SAFER, il y avait possibilité de mettre du monde, il n'y avait personne pour proposer de projet. Il y aurait eu un projet qui aurait été proposé, avec l'appui des différents organismes qu'il peut y avoir dans les coins, le projet aurait peut-être été validé. Pour le coup, ça a été un poulailler semi-indus. Moi, c'est pas mon grand plaisir, j'habite pas très loin. Après, dans les faits, il n'y avait personne forcément pour se mettre à ce niveau-là. Donc en fait, il y a des organismes qui sont là comme pour soutenir les gens qui s'installent. Là, il y a un gros enjeu avec énormément de départs en retraite. La question, c'est qui reprend ces terres, qui reprend les exploitations. Et il y a encore de la marge de manœuvre, mais ça se joue maintenant. Et en fait, si personne ne veut s'installer en tant que... Il y a du monde qui veut s'installer, mais quand on regarde comparativement avec le nombre de grosses structures qu'il y a à l'heure actuelle, il y a plein de nouvelles personnes qui s'installent, mais sur la quantité générale, la courbe, elle n'est pas encore inversée. C'est toujours le modèle agro-industriel qui gagne de plus en plus de terrain. Donc oui, il y a à nouveau des jeunes qui se mettent en paysans, sauf qu'au niveau de la quantité de nourriture, la courbe est toujours en train de décroître. Et du coup, cette question, elle se posait, en fait, qui s'y colle, quoi. En fait, juste, faut s'y coller et être accompagné, quoi. Du coup, ça peut jouer à ça, ou vous vous installez, ou vous essayez de soutenir via les ADR, via différents organismes, les gens qui s'installent. Du coup, là-dessus, sur l'installation, en discutant avec mes collègues de la maison paysanne, notamment de l'ADA, on a constaté, il y a un truc, c'est que les jeunes qui souhaitent s'installer, il y en a beaucoup qui ne sont pas issus du milieu agricole, du coup, ils viennent d'un monde complètement différent, ils ont leur projet, leur rêve d'installation, et il y a des choses à reprendre localement, et en fait, ça ne matche pas avec leur rêve, avec leur projet pour lequel ils ont tout quitté, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a là, je ne sais pas comment résoudre ça, mais c'est un truc qu'on voit beaucoup, en fait, des projets disponibles presque à reprendre et des gens, c'est pas ça qu'ils cherchent exactement, et donc le temps de peut-être réduire un peu ses ambitions, et puis voilà, je ne sais pas. Il y a aussi un truc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais qui est compliqué sur le monde associatif. Globalement, aujourd'hui, c'est le financement des formations qui a connu des baisses drastiques. Et une des difficultés à l'installation, c'est s'installer et durer, en fait, passer les premières années. Et pour ça, il y a un truc qui avait été créé par la DEAR une formation longue pour accompagner les jeunes, futurs jeunes paysans à s'installer dans la durée, les accompagner dans construire leur projet et pas se planter. Et c'est quelque chose qui marche et qui n'est plus financé ou extrêmement difficilement financé.
Donc ça va rajouter, s'il n'y a plus les moyens d'accompagner les gens pour construire des projets qui tiennent la route, ça ne va pas s'arranger. Voilà. Je crois que c'est une information qui est peu connue, mais je vais la dire. C'était juste pour rebondir sur ce que JP disait par rapport à ces fermes qui, là, effectivement, ils vont avoir un départ massif à la retraite. Alors nous, on n'est pas dans l'agriculture, mais on côtoie les agriculteurs et on se rend compte en fait que ces agriculteurs qui ont passé toutes ces années à faire un outil de travail performant, ils ne les lâchent pas pour 3 sous. Et donc du coup, on voit des fermes à 1,5 million ou des choses comme ça. Voilà, je n'ai pas de réponse à ça. Je pose juste cette question-là. Et comment on pourrait réfléchir pour se réapproprier ces lieux, ne pas les abandonner et mutualiser les terres, les financements participatifs. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez des expériences. Et terres de lien, enfin voilà, c'est juste. Si tu veux rebondir, c'est une réalité. Là, j'ai pas de solution, juste un éclaircissement sur les contextes. Historiquement, c'était beaucoup des passations dans la famille, donc du coup, la personne qui reprenait arrivait était sur la ferme, et la famille, les parents continuaient de vivre sur la ferme. Là, maintenant, il y a peu de reprise familiale, il y a la reprise familiale, mais il y en a moins. Du coup, il y a beaucoup de gens extérieurs au milieu agricole ou extérieurs à la région qui s'installent, qui reprennent des fermes. Et dans ce cas-là, on se pose la question de la personne qui était sur place, qu'est-ce qu'elle devient ? Et en tant que paysan, quand vous avez une retraite agricole de 800 €, vous êtes heureux. En général, ça va être autour des 400-500 €. Et du coup, la chose que vous avez pour vivre, c'est la revente de votre ferme en tant que telle. Et du coup, la question se posait beaucoup moins quand c'était des reprises familiales. Mais du coup, quand c'est pas une reprise familiale, la personne qui vend va essayer de faire ses sous avec l'argent de la revente de la ferme pour pouvoir vivre une retraite à peu près correcte. Parce que la retraite agricole est en dessous du minimum vieillesse. Et quand on est paysan, on ne peut pas refuser sa retraite pour prendre le minimum vieillesse, on est obligé de la prendre. Et donc du coup, voilà, au niveau du contexte, il y a un truc économique qui se joue à ce niveau-là en fait. On n'est plus sur des reprises familiales et comment on accompagne les gens. Et il y a quand même des paysans qui sont dans une optique de en fait c'est un outil de travail et le jour où je pars, je laisse la maison, je laisse tout. Et voilà, on va habiter ailleurs. Et par contre, ça veut dire que pendant le temps où on travaille, pendant toute sa carrière, il faut qu'on mette des sous de côté pour pouvoir se loger ailleurs quand on sera à la retraite. Par exemple, sur le système terre de lien, ça permet d'installer du monde. Ça permet d'installer du monde sans avoir forcément les gros crédits à faire derrière parce que c'est pris en charge par la foncière. Par contre, ça veut dire qu'il faut s'organiser pendant tout le temps de sa carrière à mettre des sous de côté ou à prévoir un plan B pour quand on sera plus vieux. Et par contre, ça veut dire qu'on remet l'outil agricole comme un outil agricole qui passe de main en main et on s'assure des arrières à côté. Donc ça veut dire qu'il faut penser économiquement avoir des sous de côté tout au long de la carrière. Du coup, pour des reconversions, pour des gens qui arrivent un peu sur le tard, ça veut dire moins d'années pour mettre ces choses-là. Donc en fonction de ce que vous avez fait avant, c'est plus ou moins facile. Oui, je crois qu'il y a vraiment ces 3 types de reprises, individuelles, coopératives, et j'évoquais tout à l'heure public, je développe un peu. On a 36 000 communes en France. Imaginons qu'on ait simplement une commune sur 10 qui décide de créer une régie municipale fermière. Ça nous en fait entre 3 et 4 000. Les régies municipales fermières qui existent aujourd'hui, c'est entre 3 et 7 salariés. Donc des paysans qui sont salariés. En fait, cette idée avait germé dans une ville qui est Montsartou, pas très loin de Cannes. Ils avaient d'abord une régie municipale en restauration, ils voulaient passer à une cantine bio, et ils n'arrivaient pas à dépasser le 50% de bio, et notamment de bio local. Ils ne trouvaient pas sur le marché. Et coup de génie, ils ont eu cette idée, ils avaient déjà des terres, mais d'en acheter en plus, et d'installer 2 paysannes. Aujourd'hui, ils sont à 100% bio local. Ils ont même des excédents qui sont utilisés dans le cadre d'une conserverie. Ils approvisionnent toutes les écoles de la ville, les maisons de retraite et autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le coût matière, parce qu'on nous dit toujours le bio, notamment le vrai bio, pas la bio-industrie, ça coûte trop cher. Eh bien, le coût matière, c'est-à-dire la valeur de ce qu'il y a dans les assiettes et dans les verres, est inférieur au coût matière moyen du conventionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des politiques d'accompagnement. Et notamment parce que, déjà, c'est du bio local, et deuxièmement, parce qu'on a entrepris des actions avec le personnel
de la cantine, avec les enfants, avec les familles, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, on a aujourd'hui suffisamment de retours sur expérience pour montrer que c'est possible, pour montrer que ça fonctionne, et toutes les études de satisfaction, alors qu'on a une crise aujourd'hui extraordinaire en matière de restauration scolaire, crise de rentabilité et de fréquentation. Eh bien, lorsqu'on va dans cette direction-là, non seulement on fait le plein, mais en plus les jeunes sont contents. Et donc là aussi, peut-être que si on réapprend à bien manger à l'école, on aura plus de désir, ensuite, plus de vocation pour devenir paysan. Et j'ajoute que moi je rêve bien sûr de cette alimentation relocalisée, resaisonnalisée, cuisine faite sur place, servie à table, mais je rêve aussi que les cantines scolaires deviennent gratuites, sur le modèle de ce que pratiquent déjà plusieurs pays du nord de l'Europe comme la Suède. En Suède, depuis 13 ans, toute la restauration scolaire durant toute la durée de la scolarité est gratuite, parce qu'on considère que d'apprendre à bien manger est aussi important que d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et les villes en France qui se sont engagées vers cette gratuité de la restauration scolaire connaissent aussi un sacré succès. Donc on n'est pas dépourvu de moyens et d'imagination. Ce qu'il faut, c'est que les citoyens, les mangeurs que nous sommes, les paysans, eh bien tout simplement fassent pression et permettent tout simplement de mutualiser toutes les expériences. Je voulais quand même préciser. Vas-y. Moi, j'ai travaillé en milieu rural il y a un certain nombre d'années. Et les paysans me disaient c'est dur. Et c'était vraiment dur. Je pense qu'on a oublié que la vie des paysans était vraiment dure et que ça a fonctionné tant qu'il y avait des cellules familiales avec plusieurs générations qui travaillaient pour la peau. Quand tous ceux-là sont morts, les jeunes se sont retrouvés tout seuls avec un charge de travail énorme. Donc, on a été vers une mécanisation pour essayer de lever cette pénibilité. Et en courant vers cette mécanisation, finalement, on s'est mis dans les mains des industriels. Et les industriels, leur but, c'est pas tellement d'aider les gens, c'est d'aider l'argent. On est dans une société de marché. Donc, on a créé tout un marché pour mécaniser. Et finalement, on a effectivement augmenté la production. Il y a eu un dévoiement finalement de cette production. Mais je pense, moi, que si on veut revenir à du travail humain, sortir finalement de l'emprise et de la dictature de ces marchés, il faudra accepter quand même de payer à un juste prix les denrées agricoles. Et moi, j'entends trop souvent des consommateurs qui me disent « Oh, mais c'est cher ». J'ai envie de lui dire « Mais le SMIC, c'est cher aussi pour un paysan ». Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut avoir un système différent, il faudra revaloriser les plus-values sur les fermes. Je pense qu'on ne s'en sortira pas ensemble. Petite réaction là-dessus au niveau de la mécanisation. Après-guerre, du coup, avec l'arrivée du plan Marshall, on a eu une grosse mécanisation pour diverses raisons de l'agriculture. Et voilà, où il fallait produire beaucoup, avec beaucoup de gens qui étaient morts à la guerre. Et depuis, en fait, les politiques, de manière cachée, de manière très avouée maintenant, en fait, ont favorisé le modèle industriel. Et les gens parlent beaucoup de la PAC. Il faut comprendre que la PAC, via des manières directes et indirectes de défiscalisation, c'est une manière de mettre de l'argent public pour soutenir l'industrie et pas du tout la paysannerie. Donc voilà, c'est tout cet argent-là, depuis les années 60-70, c'est fait pour rendre rentable et compétitif le modèle industriel et tout ce qui est l'agroéquipement en France par rapport à l'agroéquipement en Europe et dans le reste du monde. Et donc du coup, tous ces argents-là, en fait, c'est pas pour aider spécialement les paysans, même si ça pouvait être le but,
Mais c'est clairement à l'heure actuelle pour financer et soutenir tout ce qui est l'industrie. Et donc voilà, nous, Atelier Paysan, l'outil est la technique et la technologie, c'est la question centrale. Et du coup, on n'est pas forcément dans un truc retour en arrière, mais on est dans un truc, en fait, oui, la technologie, ça peut permettre de produire beaucoup, un peu, mais qui c'est qui décide quel choix technologique on fait? La question, elle est là, spécialement à l'heure actuelle, avec tout ce qui est l'évolution sur les nanotechnologies, les drones, les choses comme ça, les robots qu'on peut voir, c'est des robots de traite, des robots binage pour le binage et tout ça. On a énormément, et c'est les modèles qu'on a à l'heure actuelle. Et quand au niveau des politiques communes et des autorités, ou au niveau du ministère, on leur dit en fait il y a d'autres choix qui sont possibles, on nous fait venir à droite à gauche simplement pour avoir un petit crédit écologique, mais dans les faits, on n'est pas considéré pour la bonne et simple raison en fait que le modèle qui veut être soutenu derrière, c'est le modèle industriel. Et tout l'argent qui est investi là-dedans, il part à ce niveau-là. Il y a un salon qui s'appelle Tekenbio là, qui se fait en Ardèche. Nous, on y allait les années d'avant. Il y a 2 ans, l'Atelier Paysan a refusé d'y aller. Et en fait, les mêmes personnes qui finançaient ce salon, en même temps, nous ont sucré cette année-là 150 000 € d'aide. Et donc, du coup, il faut bien comprendre que la technologie, c'est pas forcément que l'industrie, mais c'est ce qui est soutenu à l'heure actuelle par les instances, par le gouvernement. Et si on remettait un peu de cet argent, le dévier un petit peu pour le remettre en fait sur les vrais choix que font les agriculteurs à l'heure actuelle et leurs choix technologiques et les soutenir dans ce sens-là, et pas simplement soutenir le côté industriel, on aurait les outils pour pouvoir travailler proprement au niveau des herbages, se passer des intrants comme ça se fait pas mal dans le Minervois et dans pas mal d'endroits où en fait le désherbage mécanique, des choses comme ça, le travail sous couvert par rapport aux problèmes de sécheresse, il y a plein de techniques en fait nouvelles et anciennes qui sont mises au bout du jour et qui sont développées à l'heure actuelle. Mais en fait, il y a les sous qui manquent pour développer ça parce que les aides ne vont pas à cet endroit-là. Et que ce soit au niveau région, au niveau commune et au niveau du ministère, il y a des points de pression à faire à ce niveau-là pour arrêter de filer l'argent au niveau industriel, mais réellement aux paysans et par rapport aux besoins qu'ils ont eux en fait. Et écouter c'est quoi leurs besoins et pas leur dire c'est comme ça que vous devez travailler, comme ça que vous devez travailler. En fait, le paysan à l'heure actuelle, il est une fois de plus pris pour simplement un ouvrier et totalement enlevé. On a totalement à l'heure actuelle son choix en fait c'est lui en fait qui travaille, c'est lui qui connaissent leur manière de travailler et comment ils veulent faire. Et maintenant en fait c'est des gens qui sont super loin qui leur disent mais en fait c'est ça que vous devez faire et ils sont totalement ils sont juste pris pour des ouvriers, pour des gens qui agissent, mais ça ils n'ont plus le choix en fait de c'est quoi mon itinéraire, c'est quoi que je veux faire, comment je veux travailler. Et c'est important de pouvoir permettre aux paysans de remettre la pièce centrale en fait de leur ferme et pas simplement des mains. Vous avez interpellé les élus. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici. En tout cas, moi, je suis le maire d'Asiané et je vais terminer mon mandat. Donc, j'ai un peu la liberté de m'exprimer sur ce thème-là. Je voudrais dire simplement que lorsque l'on veut mettre en place une politique, que ce soit en matière de protection de l'environnement, de préservation de l'agriculture, d'une préservation globale pour arriver à mieux vivre ensemble, à essayer d'assurer le bien-être pour tout le monde, il faut qu'il y ait une très forte volonté et une réflexion globale. Et même dans une équipe municipale comme la nôtre, où nous étions 11 membres de mon équipe, eh bien, il y a quelquefois des arrêts. Tout le monde ne veut pas marcher dans ce sens-là, mais il faut que la tête de liste, le maire et les adjoints, aient vraiment la volonté de faire. Donc, nous avons commencé par installer un boulanger bio, ce qui n'était pas du tout facile. Il logeait au début dans un établissement, enfin une maison privée, qui était celle de l'ancien boulanger, mais la famille a voulu récupérer cet endroit pour le retransformer. Donc, nous avons décidé de construire détruire deux bâtiments qui nous appartenaient, qui étaient anciens, et de reconstruire donc cette boulangerie. Cette boulangerie, aujourd'hui, elle a un succès incroyable. D'ailleurs, certains d'entre vous ont vu peut-être le film qui a été diffusé hier sur ce boulanger bio qui a travaillé avec les enfants de l'école.
Je peux vous dire que pour nous, c'était une action de développement économique et de protection de l'agriculture aussi, puisque c'est un paysan du danger. Mais on va dire que la clientèle, il doit avoir à peu près 20% de clients du village. Alors que quand on a chez lui, il y a vraiment la queue dans la rue pour aller acheter le pain 3 fois par semaine. Ensuite, nous avons, toujours dans cet esprit-là, de mieux développer, nous sommes arrivés à obtenir la labellisation zéro phyto. C'est très difficile pour une petite commune, parce que aussi bien les élus que les employés communaux n'ont pas vraiment la volonté de changer leur manière de travail et surtout d'éliminer tout produit phytosanitaire, puisque nous ne travaillons plus du tout avec l'industrie chimique. Donc nous nous sommes adaptés, nous avons dû acheter du nouveau matériel et les employés et les élus y compris, eh bien, sacrent la terre avec un réciprocateur par exemple. Donc c'est toute une démarche. Ça a été long à obtenir, on a mis 3 ans pour arriver à ce résultat. Ensuite, nous n'en restons pas là. Nous avons fait la formation des enfants de l'école grâce aux formations qui sont initiées par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, justement pour la préservation de la nature, mais aussi par rapport à l'alimentation. Vous avez parlé de cantine scolaire. Notre cantine scolaire était assurée jusqu'à cette année par un petit restaurant qui s'était monté sur la commune d'à côté et qui, ma foi, avait un jardin et produisait quand même des repas locaux pour, ça n'est pas toujours bio, mais en tout cas une restauration scolaire de qualité. Ce monsieur, au bout de 3 ans, a voulu abandonner. Nous avons aidé une jeune femme qui était cadre de banque, donc qui n'était pas du tout dans le culinaire, a refait sa formation et est venue nous voir pour voir si on l'aiderait donc à s'installer. Alors elle vient d'ouvrir un petit restaurant sur Asiané, vous l'avez là à 2 pas, mais il n'y a que 20 places et c'est toujours complet. Mais c'est aussi une façon d'aider à l'agriculture biologique. Elle a ouvert un jardin partagé. En même temps, elle a acheté 500 mètres carrés de terrain. Elle propose aussi ce jardin partagé. Donc, les personnes du village font une entente avec elle et peuvent aller cultiver leurs légumes. Je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que les élus, c'est difficile à mener. Bon, on est une petite commune, donc nous avons très peu de moyens financiers, le budget est ridicule. Et vous avez parlé également du foncier. Alors, sur le foncier, la mairie n'a malheureusement pas toutes les compétences pour maîtriser le foncier. Souvent, les gens croient que c'est le maire qui donne les autorisations, les permis de construire, mais surtout, ne croyez pas ça. C'est ce qui se dit tout le temps. Le maire suit les recommandations qui lui sont données par la direction départementale des territoires et de la mer. Et moi, j'ai quelquefois beau émettre un avis favorable sur un projet de telle ou telle sorte, souvent, la direction départementale des territoires et de la mer dit « Ah mais non, ça ne correspond pas, vous ne pouvez pas vous lancer dans ce projet. » Nous voulions, notre prochaine étape, c'était de lancer un écoquartier, donc avec toutes les énergies nouvelles. Et bien, notre plan local d'urbanisme a été bloqué par le préfet. Donc, lundi, là, j'ai rendez-vous avec plusieurs services juridiques de manière à voir comment on peut aller au-delà de ça. Parce que l'écoquartier, ce qu'on voulait, c'était justement d'abord adopter toutes les technologies, alors les matériaux nouveaux, hein, et ça nous permettrait d'accueillir de nouvelles familles avec des enfants, parce que il faut aussi protéger les écoles. Moi, je ne vois pas un village sans école. Et actuellement, avec Cesseras, nous avons un regroupement pédagogique et nous avons 59 enfants. Mais à 55, on nous supprime une classe. Donc, vous voyez le combat qu'il faut mener chaque année. Hein. Chaque année, moi, je me bats avec l'inspecteur d'académie et le maire de Cesseras aussi. Hein. Nous faisons des lettres. Voilà. Donc,
C'est vrai que les élus ne sont pas toujours d'accord pour ce type de démarche, mais je voulais témoigner à Ziané. Nous avons une association aussi exceptionnelle, Chemin Cueillant, qui est présidée par Philippe et qui mène un travail considérable. Donc, ça nous a permis aussi de découvrir, grâce à eux, tout ce que l'on pouvait faire. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. Oui, c'est parce que je dois aucunement sauver, donc je me permets d'en prendre le micro une fois. D'abord, dire, en réaction à ce que vient de dire la maire, je pense qu'il faut évidemment la soutenir dans ce combat, notamment le combat pour la constitution de l'écoquartier. Je ne suis pas habitant des Zianais, mais ce qu'on sait d'expérience, quand on lutte, quand on est syndicaliste, paysan ou salarié comme je l'ai été, je suis encore, même si je suis retraité, c'est qu'évidemment, il faut utiliser le juridique, mais il faut surtout la mobilisation de masse, quoi, parce que le préfet, il ne battra pas en retraite comme ça uniquement avec des arguments juridiques. Voilà, moi je voulais juste dire mon sentiment par rapport à ce qu'a évoqué le monsieur précédemment sur le besoin que le travail paysan soit mieux rémunéré, soit davantage reconnu à sa valeur. Mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour tout le travail dans toute la société. Et contrairement au discours mensonger qu'on entend dans la bouche de nos gouvernants, que ce soit Édouard Philippe ou ceux d'avant, ils disent toujours ça, nos politiques sont faites pour valoriser le travail, mais non. Et donc oui, il faut augmenter, il faut que le travail paysan soit mieux rémunéré. Et pour qu'il soit mieux rémunéré, il faut que l'ensemble des autres composantes de la société, que ce soit salariés, retraités, il faut aussi que nos salaires, nos retraites soient augmentés. Je dis juste ça pour dire que les Gilets jaunes ont eu ce mérite de mettre en évidence le besoin qu'il y aura une lutte écologique qui avancera si la lutte sociale avance aussi. Il y a besoin d'une convergence entre les deux. Il n'y aura pas de progrès dans la politique écologique si en même temps il n'y a pas une politique sociale qui évolue dans la mise en cause du capitalisme. Il faut aussi employer les mots qu'il faut, quoi. Et donc pour augmenter les salaires, augmenter les retraites, faire que le travail paysan soit mieux reconnu, il faut remettre en cause la dictature du taux de profit, quoi. C'est un peu lapidaire, mais c'est parce que je ne veux pas être trop long. Je crois que ce qui est important également, c'est de prendre conscience que le système agro-industriel mène aussi la bataille dans le domaine du vocabulaire, dans le domaine sémantique. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout un jargon prêt pour préparer les prochaines étapes. Lorsqu'ils parlent d'agriculture intelligente, lorsqu'ils parlent d'agriculture augmentée, lorsqu'ils parlent de viande propre ou de viande éthique pour caractériser la fausse viande. Et donc, il faut aussi participer à ce combat sémantique en défendant notre propre vocabulaire, en parlant d'agriculture paysanne, en parlant d'agroécologie, en parlant d'alimentation lente. Puis je crois qu'il faut aussi peut-être parler davantage des monstruosités que nous préparent ou que nous imposent déjà les biotechnologies. On était parvenu à empêcher, pour la France, pour l'Europe, la viande clonée. Ce qui n'est pas vrai dans l'ensemble des pays, mais parce qu'on était arrivé à créer un rapport de force. Malheureusement, on est très faible pour dénoncer, par exemple, les nouvelles générations d'OGM. Alors, on connaît bien les OGM première génération, mais je dirais que c'est en voie de dépassement par les OGM deuxième, troisième génération, la mutagénèse, la cisgénèse, qui sont des OGM cachés et qui ne sont pas des OGM officiels. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contrôlées. Et je crois que c'est important. Il y a un mouvement qui est en train de s'initier pour avoir, par exemple, de la même façon qu'on a des villes qui refusent le glyphosate ou d'autres choses, d'avoir des villes qui refusent les aliments cisgéniques ou les aliments issus de la mutagénèse,
comme des pommes cisgéniques qui ont été modifiées pour ne plus brunir une fois qu'on les épluche, ou des melons à maturité retardée. Ces melons à maturité retardée, c'est en réalité ce qu'a besoin le système pour développer la globalisation des échanges, autrement dit, pour casser l'agriculture de proximité. Donc il faut effectivement être peut-être plus offensif pour dénoncer ces nouvelles variétés d'OGM. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des nano-aliments. Mais je crois que, globalement, on n'arrive pas à expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'invasion de ces nano-aliments. Les nano-aliments, ce sont des particules de l'ordre du millionième de millimètre. Les nano-aliments, c'est par exemple, dans le domaine du café, on a largement remplacé certains plants qui étaient productifs, mais pas assez, par de nouveaux plants beaucoup plus productifs, mais qui donnent un café immonde. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on va coller ce qu'on appelle des nanocapsules sur la poudre ou les grains de café, et lorsqu'on verse de l'eau bouillante, ces nanocapsules explosent et libèrent de l'arôme artificiel. Donc les nano-aliments, on est à la veille que ça se développe. On a également tout ce qui est du domaine des aliments restructurés. Aliments restructurés, c'est la moitié de la viande consommée aux États-Unis. Alors pour l'instant, c'est encore issu d'un vrai animal, mais ça ne va pas durer longtemps. Cet animal, on le met dans une sorte de grosse machine avec ses os, ses viscères, sa peau. On transforme ça en situation aqueuse, semi-liquide, une sorte de bouillie, puis on va refibrer, retexturiser, recoloriser, réaromatiser. Et on va faire une sorte de rôti de bœuf presque plus vrai que nature. On va faire une étude de marché. Pour vous, le bœuf, c'est à quelle couleur? Rouge carbone, pas de problème, on vous le fait. Mais il n'y a pas que la viande qui est restructurée. Je dirais, depuis qu'on a interdit l'utilisation des œufs frais dans les cantines, on a développé par exemple les ovoproduits. Les ovoproduits, c'est aussi un petit miracle technologique. Ce sont des œufs sous forme de longs bâtonnets. Donc là encore, pour l'instant, on a des vrais œufs, ça ne durera pas, mais on va couler séparément le jaune et le blanc, et ensuite on va avoir des tranches parfaitement équilibrées. Puis si parmi vous, il y en a encore qui ont la mauvaise habitude d'aller dans ce que j'appelle un fast food, et que vous commandiez un hamburger, vous avez dedans de l'oignon. C'est de l'oignon restructuré. C'est-à-dire qu'on a au départ des dizaines de milliers d'oignons, on les broie, on a fait une solution aqueuse, semi-liquide, et on reconstitue des planches d'oignons. Alors pourquoi ça? Parce que les oignons, ça a la mauvaise habitude de ne pas avoir toujours le même goût. Ça dépend de la variété, de la qualité du sol, de la quantité d'eau. Vous allez me dire, c'est extraordinaire, ça crée de la diversité. Oui, vous avez raison, du point de vue du mangeur, mais pas du point de vue de la grande industrie. Donc, on prend ces variétés déjà bien choisies et on refabrique ensuite ces planches d'oignons. Il y a également la ionisation des aliments. La ionisation des aliments, en fait, c'est une irradiation à faible dose. Il y a deux débats. Un débat possible sur le plan de la santé, puis un débat sur le plan écologique, sur le plan aussi social, la défense de l'agriculture. La ionisation des aliments, ça permet de transformer des aliments vivants en aliments inertes. Ça permet donc, là encore, de développer le commerce mondial, donc de casser l'agriculture de proximité. Et je pourrais continuer pendant longtemps avec l'inventaire de ces monstruosités. Je crois que prenons exemple de la façon dont nous avons remporté la bataille sur la viande clonée. C'est possible, on peut créer des rapports de force dans l'opinion publique. Et essayons à la fois de nous opposer à ce qu'il y a de pire dans le système, mais en même temps, la meilleure façon de résister au système, c'est de créer des alternatives. C'est d'être sur le versant positif, d'être du côté de ce qu'on peut appeler les passions joyeuses, montrer que c'est possible de faire autre chose, et pas simplement de contester. Me disait il y a quelques années un restaurateur dans le fin fond de la Lozère qui me disait « faut que je vous avoue, nous on a des cèpes tout partout derrière, mais alors vraiment dans la cuisine, si jamais je me fais choper à avoir cuisiné ça,
qu'on connaît depuis mon père, mon grand-père qui avons eu ce restaurant. Et pareil, les œufs de nos poules, si jamais il y a l'hygiène qui vient et qui fouille dans la poubelle et qui voit que c'est les œufs de nos poules et c'est des œufs qui n'ont pas la date, que j'ai pas de facture d'œufs qui ont fait je sais pas combien de centaines au mieux de kilomètres, alors là je me fais fermer. Et puis comme je suis restée plusieurs jours là toute seule dans ce grand resto, il me disait bon, je vous montre en fait ce qu'on nous pousse à faire, parce que les fonds de sauce c'est pareil, on n'a plus le droit, et puis regardez les catalogues qui nous donnent, et là effectivement vous aviez le bœuf bourguignon, la potée machin, tout à mettre au micro-ondes, et puis tout était préparé par des grandes cuisines dans le même type de... Et je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça pour effectivement... parce que a priori, le gars, s'il faisait autrement, s'il faisait par rapport à un bon sens et à un bon goût, il fermait la boutique, quoi. C'est une question essentielle que vous posez. Et je dirais que nous sommes en train de passer de l'hygiène à l'hygiénisme. Et cet hygiénisme, il est parfaitement adapté à une agriculture, à une cuisine aseptisée, totalement hors sol. Prenons un exemple dans le domaine de la restauration collective, c'est la fameuse méthode dite HACCP, qu'on appelle aussi méthode de la marche en avant. Si vous sortez une tablette de bord du frigo, vous n'avez plus le droit de la remettre dedans. Vous devez soit l'utiliser, soit le jeter. Il est évident, bien sûr, que ce n'est pas aussi respecté que ça. Cette méthode HACCP, elle a une histoire. En fait, elle a été inventée par la NASA pour les premiers vols spatiaux. Alors là, moi, je peux comprendre que dans ce cas-là, on ait des règles d'hygiène et de sécurité particulièrement drastiques. Mais cette méthode, imposée à la restauration collective, c'est une hérésie. Il faut donc, et là c'est un travail politique, c'est un travail législatif, il faut donc aller vers plusieurs systèmes de réglementation selon les types de restaurants. Je dirais pour les usines à bouffe, qui fabriquent chaque jour des dizaines de milliers de repas, qu'on impose la méthode HACCP, ça ne me gêne pas. Mais en revanche, pour une cantine scolaire qui effectivement prépare et sert quelques dizaines de repas, c'est totalement inadapté. Donc il y a ce combat juridique qui est aussi amené. Et j'avais entendu quelqu'un qui parlait de désobéissance. Il ne faut pas effectivement hésiter à désobéir. Pendant des années, avec une ville laboratoire pour nous, qui permet d'expérimenter plein de choses, qui est la ville de Grigny, dans le département du Rhône, nous organisions chaque année un marché de semences qui était en fait un échange entre jardiniers de semences interdites. C'est-à-dire interdites parce que non inscrites sur l'inventaire officiel, puisqu'elles ne sont pas stabilisées, elles ne sont pas standardisées, elles ne sont pas homogènes. Nous, ce qui est standardisé, on n'aime pas trop. Donc, on organisait effectivement, enfin la ville organisait ce marché de semences en invitant chaque année le préfet. Et on avait un seul rêve, bien sûr, c'est qu'il interdise l'initiative. Parce que ça aurait permis, puisqu'on aurait été en justice, de faire le procès du système. Malheureusement, le préfet n'a pas interdit. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure. Une dernière. Merci, je suis cuisinier à la cantine de la ville d'à côté. Et c'est une question que je me pose tous les jours, effectivement, c'est les méthodes HACCP, etc. Donc je suis allé plus loin et dans le travail que j'ai essayé de mener, en fait, je vois qu'on parle aussi surtout de... En fait, il y a beaucoup de fausses idées en restauration collective où on nous parle de cette méthode HACCP, etc. Et en fait, en discutant avec les vétérinaires, on nous parle de maîtrise de risque. Donc après, du coup, avec ces connaissances-là, ça m'a permis de faire évoluer
les pratiques en cuisine. Et donc, sans savoir au début, effectivement, c'est ce qu'on m'avait dit, les œufs interdits, donc obligé de se servir de bidons d'œufs, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a les moyens, et on parle aussi peut-être un peu de désobéissance, et peut-être que des fois je désobéis aussi dans ma cuisine et je me permets de ne pas jeter les aliments, de les redistribuer, les agents repartent avec, on ne met pas la poubelle, on ne javelise pas. Des fois il y a un peu de désobéissance, et je pense qu'il y a aussi cette histoire de, en tout cas en restauration collective, on parlait aussi pour l'industrialisation des produits, tout ça, tout ce dialogue, tous ces termes et tout ça qui sont imposés, dont on parle à tout le monde, donc un vocabulaire bien précis, et du coup qui distribue un peu des fausses idées comme ça, de savoir, donc il y a encore beaucoup de chefs de cantine qui pensent que les œufs coquilles sont interdits, alors que c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a un peu de savoir-faire et de déconstruction de ces idées à mener. Et il y a aussi, je pense aussi, un peu de désobéissance pour donner un exemple que, effectivement, c'est possible, qu'on peut faire autrement en tout cas. Et on parlait de la façon dont ceux qui ne sont pas paysans et les consommateurs peuvent aider, ben ça peut être aussi de soutenir ceux qui désobéissent, justement, et de leur donner beaucoup de publicité, parce qu'il ne faut pas désobéir tout seul dans son coin, il faut désobéir à beaucoup en faisant des autres. Je voulais remercier tous les intervenants, tout le monde, vous, à moins qu'il y ait vraiment une autre question, mais sinon, oui, allez, une dernière. Ouais, je voulais juste poser une petite question. C'était par rapport à. Je vous ai entendu parler, monsieur. Excusez-moi, je ne connais pas. Non, j'ai pas monsieur en face de droite. Ouais. Je le prénom. C'est pas grave, vas-y. Mais en tout cas, c'est juste. Je vous avais parlé depuis tout à l'heure, c'est très intéressant, très important au niveau de la nourriture. Principalement, de toute façon, la nourriture mondiale, on va dire. Mais je voulais demander en fait, il y a un mode de communication à l'heure actuelle qui est évidemment plus économique. Et en fait, qu'est-ce que vous penseriez par rapport à. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au fait qu'il y a une monnaie locale qui a été. Il y a des monnaies locales qui sont développées un peu partout, mais pourquoi on ne développerait pas la monnaie pérenne? Une monnaie pérenne qui pourrait être en mode de communication, en confrontation de communication avec l'économie actuelle qui est totalement virtuelle. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, qui peut autant répondre à des petits locaux qui ont plein de problèmes à s'installer, et par rapport à des gros lobbies qui écrasent un peu tout le monde. Voilà. Les monnaies locales font partie du répertoire des bonnes solutions. Et je dirais que ces monnaies locales, on peut même imaginer qu'elles soient fondantes. C'est-à-dire qu'elles perdent au fur et à mesure de leur valeur pour rendre à la monnaie sa fonction essentielle qui est une fonction de circulation et non pas une fonction de spéculation. Ces monnaies locales doivent être aussi nécessairement fléchées. C'est-à-dire si cette monnaie locale elle est acceptée, par exemple, y compris pour la malbouffe, finalement, on aura introduit une sorte de jeu de Monopoly, mais on n'aura pas changé grand-chose. La monnaie locale, elle doit correspondre à des produits à forte valeur ajoutée écologique et sociale. Et je dirais qu'on doit avoir en quelque sorte une sorte de cahier des charges définissant quels sont les produits qu'on peut acheter avec ça. Il y a des villes qui réfléchissent actuellement à verser une partie des subventions aux associations sous forme de monnaie locale. Il y a des villes qui réfléchissent sur la façon de verser une partie des aides sociales. Il y a des villes qui réfléchissent y compris sur la façon, si les gens le souhaitent, de verser une partie des salaires des personnels locaux sous forme de monnaie locale. Donc oui, ça fait partie des éléments à développer et qui peuvent être en lien avec, bien sûr, je dirais des AMAP qui peuvent être en lien avec la distribution d'une agriculture paysanne, d'une agroécologie. Et je crois que toutes les initiatives qui ont lieu marchent, que ça fonctionne. Vous parliez de monnaie locale d'alimentation, ça me fait penser à la ville de Nantes. J'étais à Nantes il n'y a pas très longtemps pour les tables de Nantes, une énorme opération, 60 000 personnes, et j'ai découvert que la municipalité de Nantes, qui n'est pas une municipalité révolutionnaire, mais que la municipalité de Nantes a créé ce qu'ils appellent la cantine du voyage.
c'est un restaurant ouvert à monsieur et madame tout le monde. Un restaurant ouvert pendant 6 mois par an, servant toujours midi et le soir et tous les jours le même repas, pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec la restauration commerciale. C'est un restaurant avec un prix de vente donc unique, puisqu'il y a un menu unique à 11 € et qui sert des produits bio-locaux et qui défend notamment une race de poulet menacée dans la région. Et c'est un sacré succès. 150 000 repas cette année ont été versés. C'est-à-dire que là, on a une initiative qui montre qu'aussi, sous forme de régie municipale, on peut effectivement innover, créer des choses. Et bien sûr, on peut payer en euros, mais on peut aussi payer en monnaie locale dans ce cadre-là. Bien, là on va devoir arrêter parce qu'il faut laisser la place au débat suivant. En guise de conclusion, je voulais vous inviter à l'année prochaine. Comme vous le savez, donc, cet événement, la fête paysanne d'automne, est organisé par tout un collectif, dont Chemin Cueillant. Et chaque année, on essaye de donner une thématique particulière sur laquelle on va mettre plus l'accent. Parmi les sujets qu'on a dans les cartons et auxquels on réfléchit, il y a comment lutter, c'est-à-dire quelles sont les formes de lutte possibles, comment chacun peut aider le monde paysan à développer ce genre d'alternatives et de modèles. Ça paraît clair d'après ce qu'on s'est dit aujourd'hui que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde assez vite. Donc peut-être l'année prochaine, si le comité de coordination valide cette approche, on risque de parler de toutes ces questions, c'est-à-dire très concrètement, qu'est-ce que chacun peut faire, quelles sont les formes de lutte qu'on peut imaginer. Je vous remercie et à très bientôt.